Philippe Gomes, nous vous recevons donc au lendemain du conseil politique de votre parti, Calédonie Ensemble. Alors, on voyait sur certains t-shirts « Né ici », je vote ici. En fait, c'est une préparation, je dirais, des esprits pour le comité des signataires du 5 juin. Vous allez notamment discuter de l'inscription automatique de tous les natifs sur la liste électorale pour le référendum. Est-ce qu'un consensus vous semble envisageable ? Oui. Oui, je crois qu'un consensus est envisageable. Pour les téléspectateurs, je précise qu'il ne s'agit pas de qui peut voter, qui ne peut pas voter. Il s'agit de savoir celles et ceux qui peuvent être inscrits d'office sur la liste électorale qui conduira les Calédoniens à décider de l'avenir du pays dans le cadre du référendum de 2018. Les autres pourront voter, mais le cas échéant, devront faire une démarche individuelle pour s'inscrire sur la liste. Donc oui, je crois effectivement qu'on peut aboutir à un consensus, sous réserve qu'il y ait un minimum de bonne volonté. Hein, bien sûr, là où il n'y a pas de bonne volonté, il ne peut pas y avoir de chemin. En tout cas, l'État semble favorable, après la levée de bouclier qu'il y a eu il y a quelques temps. Je dirais que depuis le début, il est favorable, puisque nous, on a toujours dit la porte reste ouverte. Je crois que dans le processus qui a conduit cette loi organique à être arrêtée par le Conseil des ministres, il y a eu beaucoup, hélas, de choses peu habiles qui ont conduit au total les Calédoniens à douter de la volonté de l'État de traiter de la même manière les natifs. Qu'on soit de natifs de statut civil coutumier, ce qui est prévu, on est inscrit d'office sur la liste électorale, mais les natifs qui sont originaires des autres communautés, de la même manière, doivent être aussi inscrits sur la liste électorale. C'est important pour nous, parce que c'est notre philosophie sur le destin commun. Comment on peut parler de destin commun si on n'est pas traité de manière équitable au plan électoral ? Alors, il y a un point qui reste en suspens, c'est la composition des commissions administratives. Alors, on se souvient qu'au comité des signataires d'octobre 2014, vous étiez favorable à la proposition de l'État, c'est-à-dire rajouter un magistrat, l'UNI aussi, le Rassemblement UMP était contre, l'UCF aussi, l'Union calédonienne n'était pas présente. Ce point-là va-t-il être abordé ? Là, ça va être plus compliqué pour trouver un accord. C'est beaucoup plus compliqué parce que depuis lors, la position de l'État a changé. Hein. Je rappelle quand même ce qui est fondamental, c'est que Jean-Marc Ayrault à l'Assemblée nationale, qui répondait à une question qui avait été posée, a indiqué qu'en ce qui concerne le corps électoral pour les élections provinciales, les Calédoniens qui étaient établis ou installés ou inscrits avant 1998 étaient légitimement inscrits sur cette liste, et donc ils ne pouvaient pas être radiés. Par contre, Manuel Valls, il y a quelques mois, a dit le contraire, a dit qu'il fallait être inscrit sur la liste et s'est appuyé là-dessus sur la jurisprudence de la Cour de cassation. C'est un arrêt, l'arrêt Jolivel de 2011, qui a fondé ce principe. Là-dessus, je tiens à être précis parce que on dit mais là, beaucoup de pardon, choses. vous me parlez de la liste pour les provinciales, vous n'avez pas parlé des commissions administratives, à moins que vous n'y veniez. Voilà, je vais y venir, si vous ne me coupez pas, on va y arriver, vous allez voir, ça va être sympa. Donc les commissions administratives, elles sont fondées à la fois pour la liste pour les provinciales et pour la liste pour le référendum de sortie. Tout à fait. Et donc ces commissions administratives aujourd'hui, il n'est plus question qu'il y ait deux membres parce que Manuel Valls, justement, et donc je me permets de revenir à ce que je disais, a changé la position de l'État par rapport à Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault avait une position conforme à l'opinion des partis de sensibilité non indépendantistes dans le pays, alors que Manuel Valls, lui, a pris une position qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, mais est contraire à l'esprit du législateur constituant qui, en 2007, a modifié la Constitution. Donc là, il sera très difficile de parvenir à un accord, parce que aujourd'hui, même si tout le monde, les indépendantistes compris, lorsqu'on a eu le débat au Congrès, on dit oui, c'est vrai, la jurisprudence de la Cour de cassation, Louis Mapou l'a dit, Roch Wamitan même l'a dit, la jurisprudence de la Cour de cassation n'est pas conforme à la modification constitutionnelle, à ce qu'on avait prévu. Pour autant, est-ce qu'ils accepteront de reconnaître publiquement qu'il ne faut pas retirer le droit de vote à ces Calédoniens qui aujourd'hui sont inscrits sur la liste pour les élections provinciales et qui l'exercent normalement, légitimement ? Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Mais ce que je souhaite, Charlotte Rich, c'est qu'à l'occasion de ce comité des signataires, on sorte des postures. Je sais que ce n'est pas facile, parce qu'en politique, c'est-à-dire tout est caricatural. On essaye chacun d'affirmer les choses, parce que pour être compris et pour être lisible, il faut être parfois un peu caricatural. Mais là, en l'espèce, on va être dans un espace particulier. C'est la première fois qu'il y a un comité des signataires spécifique, dédié sur le sujet électoral. Donc ça, c'est un rendez-vous important. D'abord, j'aimerais que tout le monde soit là et que personne ne boycotte. Vous savez qu'on a eu au cours des comités des signataires... A priori, personne ne va boycotter. Bon, on va voir si tout ça se concrétise dans la semaine prochaine. Et puis, j'espère que chacun fera un effort pour aller vers l'autre, pour qu'on évite quoi ? Qu'on évite chaque année qu'il y ait un psychodrame. Un psychodrame calédonien, entre ceux qui veulent radier des listes des Calédoniens qui sont inscrits, et puis des Calédoniens qui ont le droit de vote,
et qui ont comme une épée de Damoclès au-dessus d'eux en leur disant peut-être demain on va vous le retirer. On va faire juste rapidement un tout petit peu de politique fiction, si vous le voulez bien. Comment imaginez-vous le corps électoral après le nouveau statut? Est-ce qu'un jour, tous les gens qui sont installés ici, qui vivent ici, pourront voter? Est-ce que c'est votre souhait, par exemple? Alors ça, là, vous passez du coq à l'âne, hein. Bon, je vous en veux pas. Je vous dis bien que je fais de la politique fiction, là. Ouais, c'est plus que la politique fiction, c'est-à-dire, c'est quel est le nouveau statut dans lequel on va travailler? Est-ce que c'est un statut qui reste au sein de la République française, ce que nous souhaitons? À partir de ce moment-là, il est clair que les limites du corps électoral seront celles qui sont posées par la Constitution de la République. Est-ce que nous sortons de la République française? Est-ce qu'une majorité de Calédoniens s'exprima pour l'indépendance? Ce que je ne crois pas. À partir de ce moment-là, on aura une nationalité, ceux qui ont la nationalité auront le droit de vote. Donc, conclusion, ça dépendra véritablement de la manière dont les Calédoniens s'exprimeront lors du référendum de 2018 sur l'avenir institutionnel du pays. Alors, la bataille pour la présidence du gouvernement a vraiment défrayé la chronique ces derniers mois. On ne va pas revenir sur les raisons, on en a parlé longuement. Aujourd'hui, Calédonie Ensemble, en la personne de Philippe Germain, préside l'exécutif, mais force est de constater que l'institution... j'ai envie de dire, a des ratés avec l'affaire des collaborateurs. Ça a remis de l'huile sur le feu, mais pourquoi faire? Est-ce qu'il fallait vraiment... est-ce qu'il fallait en passer par là? Est-ce que c'est pour démontrer, par exemple, que la collégialité est une chimère? Non, pas du tout. D'abord, si Calédonie Ensemble exerce la présidence du gouvernement, c'est pas par hasard. C'est parce que les Calédoniens ont décidé de faire Calédonie Ensemble la première force politique du pays, largement... Vous l'avez sorti, votre petite phrase. Largement devant les autres. Oui, non, mais comme vous avez oublié de le dire, je le rappelle, ça permet de faire une petite piqûre pas inutile. On a fait à l'occasion de ces élections quasiment 30 000 voix, quand la deuxième formation non indépendantiste qui est arrivée derrière nous, on a fait 14 000. Donc on exerce cette présidence, mais de manière légitime, pas en tentant de s'accrocher à un poste pour lequel on n'aurait pas la légitimité requise. Ensuite, sur les collaborateurs, puisque vous me posez la question, donc je vous réponds. Oui, parce que là, finalement, il y a des membres du gouvernement qui sont censés travailler et qui n'ont plus de collaborateurs. Ah bon, donc le membre du gouvernement, il ne peut pas travailler par lui-même. S'il n'a pas de collaborateurs, hop, il n'arrive plus à travailler. Vous, par exemple, quand vous préparez votre JT, vous avez besoin de collaborateurs, vous le préparez tout seul. Je ne suis pas en charge d'un secteur. Donc non, ce que je veux dire, c'est que Philippe Germain a engagé un travail qui me semble utile, c'est d'assainir la situation. Je m'explique, il y a des pratiques illégales. Des collaborateurs, notamment celui de Mme Baquès, qui ont été licenciés, qui ont touché 5,5 millions d'indemnités, et puis qui ensuite sont repris au même cabinet 28 jours après. Donc ça, ce sont des pratiques illégales. Le gouvernement a d'ailleurs déposé là-dessus un recours pour que la justice puisse se saisir de ce cas. Ensuite, il y a d'autres pratiques illégales, des collaborateurs qui sont employés à mi-temps, mais qui sont payés à plein temps. Donc il faut faire cesser tout ça. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on demande aux Calédoniens de se serrer la ceinture. Et pas qu'un peu. Vous avez sur votre fiche de paye, moi sur la mienne et tous les Calédoniens, une contribution calédonienne de solidarité qui est de 1% sur les revenus du travail et de 2% sur les revenus du capital. Pourquoi? Pour financer les régimes sociaux, le minimum vieillesse, retraite, allocation logement, allocation familiale. Autrement, ils auraient été en cessation de paiement. Et au moment où on demande aux Calédoniens de se serrer la ceinture, les institutions, elles continuent à se goberger, on continue à aller de l'avant comme ça, à dépenser à tout va l'impôt des Calédoniens sans faire attention. Non, on doit être exemplaire plus que jamais. Si on demande des efforts aux Calédoniens, on doit nous-mêmes faire des efforts. Et en ce sens-là, je crois que le travail engagé par Philippe Germain est un travail salutaire. Alors pour être totalement transparent, puisque vous parlez des Calédoniens, ne faudrait-il pas finalement dire ouvertement aux Calédoniens combien de collaborateurs pour chaque membre du gouvernement et quels sont les salaires, puisque la question a tourné autour de ça aussi? Oui, bien sûr, mais pourquoi on ne le fait pas là? C'est le gouvernement. D'abord, il faut savoir qu'en ce qui concerne la rémunération d'un fonctionnaire, c'est pas vous que je vais la prendre. Par exemple, on va pas donner la vôtre ce soir. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que vous êtes un agent. Nous ne sommes pas fonctionnaires. Non, mais vous êtes agent public, c'est pareil. Vous savez très bien que vous travaillez dans une société parapublique, et donc c'est quelque chose qui est garanti au niveau de la confidentialité. Ce qui compte surtout, le gouvernement décidera ce qu'il veut décider là-dessus. Moi, j'ai pas à m'exprimer. Mais ce qui compte surtout, c'est que les règles qui sont fixées par les textes soient respectées. Et donc les règles qui sont fixées par les textes en l'espèce, c'est que quelqu'un qui vient travailler au gouvernement ne peut pas toucher plus de 20% au maximum de ce qu'il touchait dans sa précédente affectation, qu'elle soit dans le public et dans le privé. C'est ça la règle fondamentale. Et donc il faut que cette règle-là soit respectée. Et puis il faut que les collaborateurs travaillent. Ce que je veux dire, c'est qu'un collaborateur de membre du gouvernement, c'est pas fait pour faire autre chose que assister le membre du gouvernement. C'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et bien enfin, dernière chose, Charlotte Riche, importante. Un membre du gouvernement, vous savez ce qu'il a à sa disposition? Secrétariat général, 10 directions de la Nouvelle-Calédonie, 1800 agents pour animer et contrôler le secteur dont il a la charge. Ce que je veux dire, c'est qu'il a vraiment les moyens de travailler sans qu'il y ait de collaborateurs dédiés. Et donc, croyez-moi, si on réduit la voilure en nombre de collaborateurs,
ça n'empêchera pas les membres du gouvernement qui veulent vraiment travailler de le faire. Alors, le Calédonie Ensemble a donc maintenant la tête de l'exécutif. Fin juin, le Congrès va devoir réélire, comme chaque année, son président. Actuellement, grâce au défunt contrat de gouvernance solidaire. Feu contrat de gouvernance solidaire. L'UCF le préside en la personne de Gaël Yano. Est-ce que Calédonie Ensemble va à nouveau le soutenir ? C'est une très bonne question. Je crois qu'il faut poser à Gaël Yano la question sur ce qu'il pense de Calédonie Ensemble. Je m'explique. J'ai été traité à plusieurs reprises, pas par lui spécifiquement, mais par quelques membres éminents de son parti, de socialistes et d'indépendantistes. Je ne suis ni socialiste ni indépendantiste, donc je risque pas de le compromettre avec mes voix. Donc il faut être clair. Calédonie Ensemble est un parti qui est de sensibilité non indépendantiste, qui est favorable à une plus grande cohésion sociale dans le pays, à plus de justice sociale dans le pays. Et pour autant, ça ne fait pas de nous ni des socialistes ni des indépendantistes. Donc il faut être clair, on ne peut pas d'une part nous insulter, Madame Rich, oui, comme ça a été le cas, et ensuite nous demander notre voix. Donc il faudra là-dessus que les choses soient clarifiées par l'UCF. Si elles le sont, à partir de ce moment-là, nous en délibérons dans le cadre d'une direction collégiale du mouvement. Vous-même, votre formation, il y a 2-3 ans, vous aviez dit également que Pierre Frogier préparait l'indépendance association. Alors on est un peu dans le même cas de figure aujourd'hui. Pas du tout. C'est vraiment une vue extrêmement hâtive, pour ne pas dire erronée des choses. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand Pierre Frogier disait ça, il développait un concept politique qui est celui des nouveaux équilibres institutionnels. Je le cite, qui l'a conduit à voter pour Roch Wamitan à la présidence du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ah, vous pourriez voter pour un indépendantiste Sûrement pas, Madame Rich. À la fin du mois. Sûrement pas, Madame Rich. Donc vous voyez que ça n'a strictement rien à voir. Pas plus à la présidence du Congrès que dans une autre institution, quelle qu'elle soit. En même temps, Pierre Frogier avait hissé le drapeau du FLNKS. Donc vous voyez que comparer ces situations, c'est comme comparer des carottes et des tomates. Ça n'a strictement rien à voir, même si tous les deux sont des légumes. Enfin, on observe quand même dans l'histoire récente de la Calédonie que chaque fois que des loyalistes, disons, s'associent d'une manière ou d'une autre avec des indépendantistes, ce n'est pas bien accepté. Je récuse aussi ce terme, je ne suis pas associé. Nous ne sommes pas associés à des indépendantistes, pas plus ceux du C que du PALICA, que du PM ou du RDO. Chacun respecte l'autre dans ses convictions et dans son projet. Chacun, bien sûr, a la capacité à dialoguer avec l'autre. Pour autant, nous ne sommes pas associés ni alliés d'une manière quelle qu'elle soit. Les indépendantistes, s'ils ont voté pour Philippe Germain, ils ont eu l'occasion de le dire, c'est pour accomplir un acte citoyen de façon à débloquer le fonctionnement des institutions. Ça s'est fait sans troc, sans contrepartie et sans tracation. C'est la grande différence avec la coalition que vous évoquez de l'Union calédonienne et du rassemblement UMP. Alors, toutes ces querelles politiques... Est-ce qu'on pourrait parler du fond? Parce que si on fait que du microcosme, vous savez, les Calédoniens ne vont pas apprendre grand-chose ce soir. Toutes ces querelles politiques ne doivent pas faire oublier les véritables inquiétudes des Calédoniens. Très bien. Je vous remercie de m'en parler aussi. La situation économique, la vie chère, pour ne citer que cela. Très bien. Ça figurait dans la déclaration de politique générale de Philippe Germain. Alors, comment on fait relancer l'économie alors que le budget de la Calédonie est contraint? C'est pas évident. Il est plus que contraint, le budget de la Calédonie. On hérite d'une situation apocalyptique. Plus 21 milliards de dépenses au cours des 3 dernières années et des recettes qui sont restées étales. Donc un trou structurel de la Nouvelle-Calédonie de 5 milliards par an. La Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, Madame Rich, emprunte pour payer ses traites. Vous connaissez des particuliers qui arrivent à emprunter pour payer leurs traites, la banque ne prête pas. Donc non, la situation est aujourd'hui dramatique. Donc Thierry Corday mène un travail remarquable pour resserrer les boulons du pays et faire en sorte qu'on garde la tête hors de l'eau. Mais c'est vrai que c'est une situation très difficile qui probablement nécessitera des efforts de chacun dans les institutions et dans un certain nombre d'organismes publics ou parapublics. Après, comment on fait pour relancer la machine économique? Parce que c'est bien sûr par la croissance qu'on va générer de l'emploi, des ressources fiscales supplémentaires, et ainsi permettre aux Calédoniens de vivre mieux, parce qu'ils auront un travail, parce qu'ils auront des revenus améliorés. Et donc, le gouvernement a engagé un travail de fond. Vous savez, c'est un travail qui ne va pas se faire en 2 coups de cuir à peau. C'est un travail, d'une part, pour améliorer la compétitivité de l'économie calédonienne. On est trop cher pour des raisons pour lesquelles on peut rien. Il nous reste peu de temps, Philippe Gomes. Bon, alors pardonnez-moi. Donc, c'est dommage, parce qu'on a parlé de choses picrocolines, et puis les essentiels, on les aborde à la fin, parce que c'est dommage. Donc permettez-moi de finir, s'il vous plaît, sur la compétitivité de l'économie calédonienne, donc de façon à faire en sorte que les produits soient moins chers. Nous avons la loi antitrust, vous savez, qui a été adoptée par le Congrès, qui va être mise en place au travers de l'autorité de la concurrence, qui devrait être installée prochainement, et qui permettra d'éviter les situations de monopole ou de duopole. Pourquoi? Parce que bien sûr, c'est à cause de ça qu'on a des marges plus élevées et donc des prix plus chers. Et puis enfin, un ensemble d'autres mesures que
le gouvernement doit mettre en place. Parce que... Si vous pouvez répondre en 15 secondes, une question sur l'environnement. Vous avez souhaité qu'il y ait un 4e sommet France-Océanie à Paris en décembre, en même temps que le COP21, le sommet international sur l'environnement. Ça fait pas beaucoup tout ça, ça fait pas trop de choses en même temps, puisqu'il y a aussi le colloque sur les récifs océaniens à l'Assemblée nationale. Si vous étiez réfugié climatique dans le Pacifique, vous penseriez différemment, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, madame, qui n'ont même plus de terre sur laquelle pouvoir marcher et avoir leur habitation. Donc les premiers réfugiés climatiques de la planète, ils sont dans le Pacifique. Le Pacifique, c'est la sentinelle du monde en matière de réchauffement climatique. C'est-à-dire que ce qui se passe chez nous aujourd'hui se passera demain. Donc c'est pour ça que j'ai demandé au président de la République d'organiser un sommet France-Océanie avant la COP21 qui se tiendra à la fin de l'année, de façon à ce que ce qu'on subit aujourd'hui dans le Pacifique, un éclairage particulier soit donné. Et puis pour conforter aussi le dialogue entre la France et les États insulaires du Pacifique. Merci de votre invitation.